Le groupe État islamique frappé par les États-Unis en Afghanistan. Ce jeudi, Washington a largué 11 tonnes de TNT sur des grottes dans l'est du pays. Jamais une bombe non nucléaire aussi puissante n'avait été utilisée par les Américains. Pour Bachar el-Assad, l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun le 4 avril dernier est une fabrication de l'Occident. Le président syrien accuse les États-Unis d'avoir, je cite, monté cette histoire pour servir de prétexte à ses frappes en Syrie. Elle était attendue par tous les amoureux du 7e art. Thierry Frémaux a dévoilé la sélection officielle du 70e Festival de Cannes. 18 films sont en compétition. Michael Haneke, Sofia Coppola ou encore François Ozon, ces grands réalisateurs seront tous sur la croisette cette année. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue sur France 24. Avant de développer ces titres, ce verdict dans l'affaire des disparus du Novotel en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de la garde républicaine a été condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan. On vient de l'apprendre. Pour rappel, 4 personnes, dont 2 Français, avaient été enlevées et tuées dans cet hôtel de la capitale ivoirienne. C'était en 2011. Les États-Unis sont donc passés à la vitesse supérieure dans la lutte contre le groupe État islamique. Ce jeudi, Washington a largué sur des positions djihadistes en Afghanistan la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée, 11 tonnes de TNT qui visait une série de grottes dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays. Ethan Nagy. Dans le jargon militaire, on l'appelle la Moab, un acronyme pour bombe à effet de souffle massif. Jusqu'ici, elle n'avait été testée qu'une seule fois par l'armée américaine en 2003. Ce jeudi, Washington a décidé de larguer la bombe GBU-43 sur l'Afghanistan contre des positions du groupe État islamique. Nous sommes tellement fiers de notre armée et de ce nouveau succès. Nous avons la meilleure armée du monde et elle a fait son travail comme d'habitude. Nous avons donné aux militaires l'autorisation d'intervenir. C'est ce qu'ils font et c'est pour cela qu'ils réussissent aussi bien. La bombe a été larguée dans la province de Nangarhar où un soldat américain a été tué le week-end dernier. 11 tonnes de TNT qui se sont abattues sur des bunkers et des tunnels utilisés par les djihadistes. Début 2015, c'est dans cette région que l'organisation État islamique a été signalée pour la première fois. Depuis août dernier, les forces américaines y ont conduit de nombreuses frappes. Avec cette bombe, l'objectif est double, affaiblir les djihadistes d'un côté et en même temps envoyer un signal fort au reste du monde. C'est la première fois que celle-ci est utilisée, mais des bombes similaires, moins puissantes, ont déjà utilisé à l'époque où on cherchait Al-Qaïda dans les montagnes afghanes. Et la façon dont c'est annoncé par le Pentagone rentre dans la vision stratégique. C'est-à-dire qu'il y a eu une frappe avec 59 Tomahawk, c'est pas n'importe quoi, contre la Syrie. Et là, on utilise la plus grosse bombe de façon à montrer l'utilisation de la force par l'administration Trump. Donald Trump a donc choisi la méthode forte pour asseoir son autorité. Samedi dernier déjà, les États-Unis ont envoyé un porte-avions dans la péninsule coréenne, un avertissement lancé à Pyongyang pour arrêter ses tirs d'essai de missiles balistiques. Bachar el-Assad a lui décidé de sortir de son silence pour la première fois depuis le tir de 59 missiles sur la base aérienne syrienne d'Al-Sherat. Dans une interview exclusive accordée à l'AFP, le président syrien affirme ne détenir aucune arme chimique et dénonce une manipulation des États-Unis. Charlotte Prudhomme. Pointé du doigt, le président syrien nie toute participation à l'attaque qui a fait 87 morts à Khan Cheikhoun dans le nord-ouest de la Syrie mardi dernier. Aucun ordre n'a été donné de déclencher une attaque. Et d'ailleurs, nous ne possédons pas d'armes chimiques. Nous avons renoncé à notre arsenal depuis plusieurs années. Et même si nous possédions de telles armes, nous ne les aurions jamais utilisées. Tout au long de notre histoire, nous n'avons jamais utilisé notre arsenal chimique. Depuis 2013, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a mis en cause 2 fois le régime de Damas dans des attaques contre des localités rebelles. Bachar el-Assad accuse l'Occident et le groupe djihadiste Al-Qaïda d'avoir fabriqué à 100% cette affaire pour nuire à son gouvernement. Pour lui, l'attaque chimique n'est pas prouvée et la réponse des États-Unis est une histoire montée de toutes pièces. Notre impression, c'est que l'Occident, et les États-Unis principalement, sont les complices des terroristes. Ils ont monté toute cette histoire pour s'en servir de prétexte pour nous attaquer. L'attaque n'a pas eu lieu à cause de ce qui s'est passé à Khan Cheikhoun. Nous sommes devant un seul et même événement. La première étape, c'était le spectacle auquel nous avons assisté sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, la propagande. La seconde étape, c'était l'agression militaire. Damas a déclaré être pour l'ouverture d'une enquête internationale et impartiale aux côtés de son allié russe.
L'alliance hypothétique qu'avait envisagée le président syrien avec Washington pendant la campagne américaine a fait long feu. Après 13 ans de présence en Haïti, les casques bleus vont plier bagages. C'est le résultat d'une résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur place, les 2370 hommes de la MINUSTA seront remplacés lors des 6 prochains mois par une force de police plus restreinte. Direction à présent le Venezuela où la contestation anti-Maduro se poursuit. La grande manifestation organisée à Caracas ce jeudi par l'opposition qui réclame, je vous le rappelle toujours, le départ du président a dégénéré. Des heurts ont une nouvelle fois éclaté avec la police. Dans la journée, les autorités ont annoncé le décès d'un homme de 32 ans touché par balle mardi. C'est le 5e manifestant à trouver la mort en moins de 10 jours. Au tir de gaz lacrymogène de la garde nationale, ces manifestants répondent par des jets de cocktails Molotov. Dans les rues de Caracas, la mobilisation ne faiblit pas. Ils sont des milliers de jeunes déterminés à faire plier le président Nicolás Maduro. On est jeunes et on a besoin de changement. Regardez-les, ils nous attaquent et nous, ce qu'on fait, c'est réclamer nos droits. On doit sortir pour se battre, parce qu'il faut que l'on prenne notre futur en main. On ne peut pas laisser la situation continuer comme ça. Des scènes de chaos devenues quasi quotidiennes depuis l'appel à manifester lancé par l'opposition le 1er avril dernier pour faire pression sur Nicolás Maduro. Mais ces derniers jours, les manifestations ont pris une tournure violente après la condamnation à 15 ans d'inéligibilité d'Enrique Capriles, un des leaders de l'opposition. Accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs, Nicolás Maduro a été violemment pris à partie par des manifestants lors d'un défilé militaire dans l'état de Bolivar ce mardi. Face à la pression des États voisins qui remettent en cause sa légitimité, le président vénézuélien est allé ce lundi à Cuba pour avoir le soutien des pays de l'Alliance bolivarienne. Nicolás Maduro semble déterminé à se maintenir au pouvoir. Il accuse Washington d'œuvrer au blocage du dialogue avec l'opposition vénézuélienne. En Guyane, les barrages ont été ouverts jusqu'à nouvel ordre, annonce du collectif à la tête du mouvement social débuté maintenant il y a plus de 3 semaines. Une décision temporaire prise pour permettre aux Guyanais de profiter du week-end pascal. Dans le reste de l'actualité, il y avait du football avec les quarts de finale allée de la Ligue Europa. Lyon a battu à domicile le Beşiktaş Istanbul 2-1. Mais ce qui a marqué les esprits, ce sont les heurts qui ont précédé le match entre supporters lyonnais et stambouliotes. La pelouse du Parc OL a ensuite été envahie à la suite de nouveaux débordements. Une soirée de football une nouvelle fois perturbée. Donc 2 jours après les événements de Dortmund, outre-Rhin, les autorités allemandes ont déclaré qu'aucun élément ne permettait d'incriminer le principal suspect, Ludovic de Foucault. Ce jeudi matin, sur les lieux de l'attaque, non loin de l'hôtel L'Arrivée, où séjournaient les joueurs du Borussia Dortmund avant de se rendre au stade. Les traces des explosions de mardi soir sont encore visibles. C'est ici, au passage du car qui transportait l'équipe, que 3 engins explosifs ont été activés. Des bombes qui contenaient des morceaux de métal, dont certains se sont fichés dans les appuis-têtes des sièges du bus, dans ce mur de bois, ou même jusqu'aux fenêtres de cette maison voisine. D'après la police, les détonations avaient une portée de 100 mètres. L'enquête, elle, continue. Le parquet allemand a annoncé avoir demandé un mandat d'arrêt contre le jeune homme arrêté mercredi, un suspect qui s'avère être un Irakien de 26 ans arrivé en Allemagne début 2016, après être passé par la Turquie. Le jeune homme avait rejoint les rangs du groupe État islamique en Irak fin 2014, où il s'était hissé à la tête d'un commando d'une dizaine de membres spécialisés dans le kidnapping, le trafic, l'extorsion et le meurtre. En Allemagne, il est resté en contact avec l'organisation terroriste. Selon le parquet, il n'existe cependant aucune preuve que l'homme a lui-même pris part à l'attaque. Le 17 mai prochain s'ouvrira donc le 70e Festival de Cannes. La sélection officielle a été dévoilée cette année. 18 films sont en lice pour décrocher la si convoitée Palme d'Or, dont 4 films français. Axel Simon. Sous l'affiche officielle représentant Claudia Cardinal virevoltant sur les toits de Rome, les organisateurs du 70e Festival de Cannes mettent fin au suspense et dévoilent un à un les films en compétition. Sur les 18 longs métrages en lice pour la Palme d'Or, 4 au total sont signés de réalisateurs français, dont notamment L'amant double de François Ozon, qui n'est pas venu, s'il fait un film par an, comme quelques autres, il n'est pas venu si souvent en compétition. Il
faudra aussi compter avec la comédie Le Redoutable de Michel Hazanavicius sur Jean-Luc Godard. C'est sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Ou encore Le Rodin de Jacques Doyon avec Vincent Lindon dans le rôle du célèbre sculpteur, célébré cette année pour le centenaire de sa mort. Des grands noms du cinéma étranger fouleront aussi le tapis rouge, la japonaise Naomi Kawase ou l'autrichien Michael Haneke qui revient après déjà 2 palmes d'or. Happy End évoque une famille bourgeoise du nord de la France vivant à côté de camps de migrants. 4 films américains seront aussi en lice, dont Les Proies, signé d'une réalisatrice très attendue. Sofia Coppola revient également après Le Certain Regard en compétition avec Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst et toute une série de jeunes actrices qui entourent Colin Farrell. Rendez-vous est donc pris à Cannes du 17 au 28 mai avec un jury présidé par l'Espagnol Pedro Almodóvar. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite le débat de France 24. À tout à l'heure pour un nouveau journal.